Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle conférence. On est ravis de vous avoir, comme tous les mois, pour un nouveau sujet autour du bien-être, des médecines douces, avec toujours des invités hyper intéressants. Et ce mois-ci, on ne déroge pas à la règle, donc j'ai vraiment hâte de discuter avec vous du sujet du stress et de la charge mentale. On attend un petit peu que les gens se connectent. On est ravis de vous voir avec Maëva et avec Adeline. Dis donc, ça monte très, très vite. Très, très vite. Donc, c'est toujours un plaisir. Et alors, petite info, mais je le redirai en fin de la conférence. Mais ça y est, les conférences sont dispo en replay sous format podcast. Donc, c'est super. On est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc, tous les replays seront dispo là-bas à partir de maintenant. Et donc, vous recevrez aussi en format vidéo par mail tout à l'heure. Je vois qu'il y a tout le monde qui arrive dans la discussion aussi, donc n'hésitez pas à vous présenter, à nous dire d'où vous venez. C'est toujours bien d'apprendre un petit peu à vous connaître, de savoir où est-ce que vous êtes en France. Ça permet de mettre un peu des personnalités derrière les petits noms qu'on voit dans le chat. On a Maud qui vient de Dijon, Céline de Haute-Savoie, tout ça, donc c'est super. Marseille, Tours, trop bien. Trop, trop sympa. Et ben, écoutez, je pense qu'on va démarrer tout doucement. Et puis, de toute façon, les personnes arriveront en cours de route. Donc, personne ne sera vraiment perdu. Donc, bienvenue, du coup, dans ce nouveau webinaire, dans cette conférence. Donc, on est ici avec Médoucine. Donc, Médoucine, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de prise de rendez-vous avec des praticiens, donc tels que Maëva, qui va se présenter juste après. C'est des praticiens qui travaillent dans le domaine du bien-être. Et l'avantage, en fait, avec Médoucine, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous directement avec eux. Et tous nos praticiens, en fait, ils sont vérifiés en amont. On leur demande, en fait, de regarder tous leurs diplômes et on vérifie, en fait, les expériences. On leur demande aussi d'avoir des recommandations de pairs ou d'anciens clients avant d'arriver sur le réseau. Et puis après, les personnes qui peuvent prendre rendez-vous avec ces praticiens laissent des avis. Et donc, c'est des avis qui sont 100% vérifiés. Donc voilà, c'est l'avantage de Médoucine. On a plus de 2500 praticiens dans toute la France, donc n'hésitez pas à regarder, il y a forcément des praticiens dans la médecine douce que vous cherchez qui sont autour de chez vous. Donc voilà, c'est super. Et le petit rappel qui va bien et que je fais à chaque fois, c'est que n'oubliez pas que toutes les médecines douces et toutes les pratiques dont on va parler aujourd'hui sont vraiment à prendre en considération avec les pratiques, la médecine allopathique. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant avant de mettre en pratique tous les conseils dont on va parler aujourd'hui pour les stress et pour la charge mentale. Et d'ailleurs, on va du coup entamer avec le thème du jour. Donc aujourd'hui, on va parler du stress et de la charge mentale et de comment la naturopathie et la sophrologie peuvent aider dans le cadre de ces problématiques-là. Et pour ce faire, on a deux super intervenantes que je suis ravie d'avoir à mes côtés aujourd'hui. Donc, on a Adeline, donc, qui est sophrologue. Peut-être que tu peux te présenter en deux, trois petits mots ici maintenant. On n'a pas ton son. Tu n'as pas activé ton son. Attends. Il faut que tu actives ton micro, ouais. Voilà. Voilà. Je m'appelle donc Adeline Blondiot. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu plusieurs vies. Ma vie d'aujourd'hui, depuis quelques années, c'est d'être sophrologue, d'être thérapeute, d'accompagner majoritairement des femmes. Il y a quelques années, j'accompagnais une majorité d'hommes qui étaient en pré-burnout ou en burnout complet. Et là, au fil du temps, c'est plus des femmes que j'accompagne. Toute tranche d'âge confondue, en fait, c'est assez intéressant. Alors, donc, je vois tous les cycles de la vie des femmes. Et je suis donc sophrologue. J'accompagne aussi pour la gestion du stress avec avec de la respiration, de la relaxation, avec du yoga. Donc voilà, c'est sophrologue avec un espèce de panel un peu large comme ça. Et je fais aussi de l'accompagnement coaching de vie Super, génial. au quotidien. Top. Et du coup, on a aussi Maëva, donc, qui est naturopathe chez Médoucine. Est-ce que tu veux aussi dire deux mots pour te présenter?
Oui, alors déjà bonjour à tous et puis merci d'être là. Donc voilà, je m'appelle Maëva Amen, je suis naturopathe. J'accompagne aussi des personnes alors pour des problématiques diverses et variées. En fait, en naturopathie, on a 10 techniques et 10 techniques qui sont au service de la personne qu'on reçoit. Donc pour tout ce qui est gestion du stress, on peut penser à la relaxation, on peut penser au massage, aux plantes, à l'alimentation, justement à toutes ces techniques que la naturopathie nous offre. On aura l'occasion d'en reparler dans la conférence. Et puis, je suis également formatrice, coach et je propose de la supervision pour les étudiants en naturopathie et les naturopathes qui sont installés. Et puis, conférencière à mes heures perdues, Comme aujourd'hui, du coup. comme aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Génial. Je vous invite, du coup, on va commencer directement avec la partie de Maëva. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans l'onglet questions-réponses. Ça sera peut-être un peu plus pratique pour moi. Et puis, on y répondra soit voilà, au courant de la présentation, soit de toute façon, après les deux présentations donc, de Maëva et d'Adeline, il y aura une session de questions-réponses et un peu de table ronde. Donc, n'hésitez pas à les poser, on y répondra à ce moment-là. Voilà, et ben, on va directement commencer du coup avec Adeline. Si tu veux commencer du coup avec ta partie pour nous parler un peu de charge mentale et de stress. Bien sûr. Alors, la charge mentale, on va peut-être redéfinir un petit peu ce que c'est, comme ça on sait exactement de quoi on parle. C'est en 1984 qu'on a défini le terme charge mentale. Donc, c'est une sociologue, Monique Eco, qui a pu codifier la charge mentale. Alors là, la première définition, c'est devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. En fait, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les femmes principalement, parce que c'est aussi une question d'éducation genrée finalement. Depuis des générations et des générations, les femmes ont charge d'âme, elles doivent s'occuper de la maison, elles doivent s'occuper du ménage, le ménage physique, mais aussi du ménage, la famille. Elles doivent s'occuper de la gestion des tâches domestiques, des responsabilités des enfants, donc l'éducation, faire le taxi, les devoirs, les choix d'études, d'école, d'activités, l'entretien du couple aussi, les courses, les repas, enfin bon, 1 milliard de choses qui sont effectivement dans notre société plutôt attribuées aux femmes. Et ça fait des années, des générations que ça dure. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les nouvelles générations, ça se rééquilibre un petit peu, sans oublier bien sûr les tâches administratives. Et donc, c'est un poids psychologique qui a aussi des impacts physiques. Et donc aujourd'hui, on a réussi à codifier la charge mentale, mais aussi à savoir quels sont les mots vraiment typiques de cette charge mentale, parce que ça peut avoir un impact fort sur le physique et sur le psychique. Alors moi, j'ai proposé d'aborder ce problème en 4 phases. La première phase, c'est une phase d'observation et d'évaluation. La deuxième phase, c'est une phase d'identification. La troisième phase, c'est la reprise en main. Et la quatrième, c'est l'anticipation. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis sophrologue, mais j'utilise aussi beaucoup d'outils parce que je fais du yoga depuis que j'ai 13 ans, donc ça fait un certain nombre d'années. Je gère la méditation, la gestion du stress à travers la respiration, les exercices de sophro. Et aussi à travers des questionnaires. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir se questionner, de pouvoir mener des enquêtes. Donc, ce que je propose en général à mes clients, c'est d'avoir un carnet et d'avoir un crayon et de prendre des notes et de pouvoir se reposer les questions régulièrement. Donc, dans la première phase de l'observation et de l'évaluation, il y a tout d'abord le ressenti. Le ressenti, c'est pouvoir apprendre à s'observer sans se juger et sans s'analyser, juste pour s'observer, savoir dans quel état on est. Alors, si on n'arrive pas à vraiment s'observer, c'est-à-dire se poser, se dire est-ce que je vais bien, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que j'ai mal à certains endroits, eh bien, on peut se servir des 4 piliers de la santé qui sont le sommeil, l'alimentation et l'hydratation, parce qu'on pense souvent à l'alimentation, mais on ne pense pas souvent à checker, savoir si on s'hydrate suffisamment, l'activité physique ou le sport et le plaisir. Donc, se poser avec soi-même et se dire, OK, comment est-ce que je dors? Je dors mal, le soir j'ai des ruminations, mon lit il est pourri, mon compagnon ou ma compagne
fait du bruit, c'est des sauts de cartes toute la nuit, des ronflements, des choses comme ça. C'est vraiment se poser pour pouvoir faire la distinction entre notre état général de santé, notre base, qui on est, et puis ensuite faire la différence avec ce qu'il va y avoir comme impact extérieur dû notamment à la charge mentale. Donc, quel est mon état de santé général? Comment je me sens? Comment je me ressens? Donc, fermer les yeux pour pouvoir savoir où on est, pour comment on se sent, est-ce qu'on a des douleurs, des tensions? Et puis, savoir où on en est avec ces 4 piliers. Ensuite, une fois qu'on a réussi à voir comment on se sent, on essaie de dissocier l'état général de santé et l'impact de la charge mentale. Qu'est-ce qui appartient à ma nature? Ma nature, c'est d'être souvent fatiguée parce que j'ai besoin de sommeil. Voilà. Quels sont mes besoins de sommeil? Ah bah tiens, j'ai besoin de sommeil plus que les autres ou moins que les autres. Comment je me nourris? La nourriture peut aussi avoir un impact sur la façon dont on va se comporter dans la journée, au niveau des énergies, de la régulation des énergies. Et puis voir ce qui appartient à l'état de santé, parce que c'est moi, ou ce qui appartient à la charge mentale. Donc, les symptômes de la charge mentale, je pense que vous allez les entendre plusieurs fois, puisque Maëva sans doute les évoquera. Il y a l'épuisement, avec une fatigue physique et psychique, le stress, la déprime, le sentiment de culpabilité, qui est très féminin, la baisse de performance au travail, les fautes d'inattention, les problèmes de concentration, les sensations de perte de repères quand on est soit dans le flou, soit dans le brouillard. Et moi, j'ai envie, quand on est dans cette phase-là, qu'on se pose la question suivante. Est-ce que je suis dans mon équipe? Est-ce que j'ai déjà mis des choses en place pour pouvoir m'aider? Est-ce que je fais vraiment partie de mon équipe dans ce schéma-là? Et parfois, on s'aperçoit qu'on ne fait pas partie de son équipe. C'est intéressant de pouvoir le souligner parce que du coup, on s'aperçoit qu'on a peut-être une partie de complicité dans cette espèce de charge mentale, de course en avant comme ça. Et voilà, donc savoir si on fait vraiment partie de son équipe, savoir à quel moment on en sort, à quel moment on y est. Ensuite, en phase 2, sur l'identification, toujours mener l'enquête et prendre des notes, nommer chacune des charges mentales, que ce soit le matin de préparer le petit-déj pour toute la famille, que ce soit vider le lave-vaisselle, emmener les enfants à l'école, s'il n'y a pas d'enfants, organiser la journée avec son conjoint ou même en solo. Quelles sont toutes les charges, tout ce qui me pèse sur les épaules, parce que finalement, ce sont des millefeuilles. C'est ça, plus ça, plus ça, c'est l'accumulation qui va faire le poids. Une fois que vous avez listé, vous les nommez. Une fois qu'elles sont nommées, depuis quand est-elle là? L'impact, savoir où ça fait mal. Ah ben moi, dès que je pense à la déclaration d'impôt, j'ai les épaules qui remontent, par exemple. Déclaration d'URSSAF, ça fait mal au cou. Voir tout où ça fait mal, les impacts de chacun et l'importance. Et importance pour qui? Est-ce que c'est important pour moi ou est-ce que c'est important pour les autres, pour ce qu'ils attendent de moi? Et là, j'aime bien l'idée de lutter contre le bon petit soldat, parce que la plupart des femmes qui essayent d'être au maximum responsables ont cette espèce d'idée qu'elles sont un bon petit soldat, qu'elles sont une superwoman et que de toute façon, elles n'ont pas le choix. Mais on sait que le jour où le petit soldat tombe, en burn-out par exemple, ou en dépression nerveuse, que le petit soldat est arrêté, et ben bizarrement, et c'est hyper vexant comme situation, le monde continue de tourner sans ce bon petit soldat. Et il se débrouille parfaitement sans elle. Alors, pas forcément parfaitement, en tous les cas, pas selon l'idée qu'on aurait de la vie si on était là, mais ça se passe, et ça se passe bien. Donc, à quel moment, je pose cette question-là à ce moment-là, à quel moment suis-je complice de ce cercle vicieux? Est-ce que je me laisse charger à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps? Donc, une fois que j'ai listé tout le monde, une fois que j'ai nommé toutes les charges mentales, j'essaye de les hiérarchiser et de les trier en fonction de leur importance et de leur urgence. Parce que l'importance d'aujourd'hui, si on s'en occupe pas, ça devient l'urgence de demain. Donc, pouvoir faire le tri et apprendre à déconstruire ses habitudes. Et c'est là où on a le plus de mal, c'est de pouvoir déconstruire ses habitudes pour les reconstruire à 2 ou à plusieurs, avec le mot déléguer. Je ne suis pas obligée de tout faire.
je n'aurai pas une médaille à la fin de la journée ou à la fin de ma vie avec un tribunal populaire qui dira mais vraiment, tu as fait un super boulot, tu n'as pas demandé d'aide. Demander de l'aide à quelqu'un, c'est important. Et ça fait partie de la vie. On n'est jamais seul. Il suffit de regarder autour de soi, on s'aperçoit qu'on a forcément eu des interactions avec les autres humains pour pouvoir en être là où on en est, ne serait-ce que de porter des vêtements, d'avoir un ordinateur et tout ça. Donc, apprendre à demander de l'aide, c'est apprendre à être précis dans sa demande. Parce que, mesdames, vous allez me dire, oui, mais de temps en temps, je suis surchargée et puis mon compagnon, mon mari me dit, ah bah, t'avais qu'à demander de l'aide. Mais j'ai fait comprendre que j'avais besoin d'aide. Oui, tu as fait comprendre. Mais je n'ai pas entendu une demande précise. Peux-tu emmener les petits au poney club? Peux-tu t'intéresser à cette question administrative? Toutes les demandes, quand elles sont formulées, elles doivent être précises parce qu'on ne peut pas attendre de l'autre qu'il lise dans notre cerveau. Le prince charmant n'existe pas et le prince charmant, même s'il existait, ne peut pas avoir le don de médium et lire exactement nos pensées et nos demandes. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est le renoncement. Savoir renoncer, ben, il y a des moments, c'est trop, quoi. On n'est pas obligé d'être l'esclave de sa famille, d'être l'esclave de son foyer. On peut aussi dire, bah, ça, non. Et poser des limites aux autres, c'est aussi poser des limites à soi-même. Et puis, parfois, ne pas partir dans des discussions, dire, bah, c'est juste comme ça. Aujourd'hui, je ne peux pas parce que je suis fatiguée. Donc, voilà pour la phase 2 sur l'identification. La phase 3, c'est à partir de là où on se reprend en main en posant ses limites. Poser ses limites, c'est se poser avec soi-même et se dire, voilà, ça m'épuise trop, c'est dans tout ce qu'on a pu lister avant, se dire, c'est pas possible ça. Donc, trouver des solutions. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé toutes ces listes et tout ça, pour poser ses limites, c'est localiser et aménager l'utilisation de ces ressources. Parce que toute une fois qu'on a listé tout ça, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je me tourne vers mes ressources. Et mes ressources, il y a 2 sortes de ressources. Il y a les ressources personnelles, qui vont vraiment ressembler à chacun d'entre nous, et puis les ressources universelles. Donc, dans les ressources personnelles, je trouve que c'est intéressant de lister ce qui nous fait du bien. Les personnes qui nous font du bien, les lieux qui nous font du bien, les activités qui nous font du bien, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on est quand on est en zone agréable, en zone de confort. Et si vous n'arrivez pas à lister ce qui vous fait du bien, listez ce qui vous fait du mal. Ça, on arrive tout de suite à voir les choses qui nous drainent de l'énergie. Il y a aussi dans les ressources personnelles, bien ce que j'évoquais, quelles sont les personnes qui peuvent nous venir en aide sans être jugeantes. Parce que le jugement, en fait, c'est ça qui nous tue le plus souvent. C'est de ne pas se fiche la paix, de faire un état des lieux à charge, c'est-à-dire analyser tout le temps sans objectivité. Et les femmes sont super fortes pour ça, en fait, pour porter la charge et dire oui, mais ça, j'aurais pas dû le faire parce que oui, mais ça, je suis obligée de le faire parce que sinon, on va penser ci ou ça de moi. Et puis, c'est normal que ça me fasse mal là, c'est normal que ci, c'est normal que ça. En fait, c'est vraiment regarder objectivement, sans se juger, sans s'analyser. Donc, ressources personnelles, parce que j'ai fait une petite digression, lister ce qui nous fait du bien, lister tous les atouts que l'on peut avoir. Et dans les ressources personnelles, il y a aussi la possibilité de demander de l'aide, non pas à un proche, mais parfois à quelqu'un qui n'est pas engagé émotionnellement dans votre maelstrom. Un thérapeute, quelle que soit sa spécificité, j'ai envie de dire, il y a l'humain derrière qui n'est pas engagé émotionnellement, mais qui fait partie de votre équipe de façon inconditionnelle, avec qui vous pouvez créer une alliance thérapeutique, qui va vous aider à faire le tri, qui va vous aider à sortir la tête du brouillard, qui va vous aider à clarifier les zones de flou. Et dans les ressources universelles, sinon, il y a prendre rendez-vous avec soi-même, pour prendre le temps de s'occuper de soi-même, parce que finalement, cette perte de temps-là de s'occuper de soi-même, c'est du temps qu'on va gagner plus tard à ne pas tomber, à ne pas s'effondrer, à ne pas avoir un burn-out qui va nous prendre des mois à remonter la pente ou une dépression nerveuse. Donc, prendre rendez-vous avec soi-même,
Apprendre la respiration de cohérence cardiaque et l'appliquer 3 fois par jour. Donc ça, c'est 5 minutes, 3 fois par jour. C'est pas fou. C'est 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. Et vous modulez, sinon c'est 4 à l'inspire, 6 à l'expire. Ça doit faire une boucle d'environ 10 secondes de toute façon. Physiologiquement, ça va vous poser et ça va vous permettre d'accéder à un filtre émotionnel neutre. Il y a sinon les siestes, c'est très utile les siestes, les méditations, qu'elles soient guidées ou non guidées, les relaxations, les temps de solitude pour pouvoir faire un petit check avec soi-même, savoir où on en est, une activité sportive, des bains de nature. Et charge à chacun de trouver après les choses qui lui font du bien. Il y a aussi les exercices de sophrologie, bien évidemment, que l'on propose nous en sophro, et les relaxations. Elles sont toujours accessibles, il y a toujours des endroits où vous pouvez en trouver. Donc voilà pour la reprise en main. Et puis, phase 4, l'anticipation. L'anticipation, à mon sens, c'est la vigilance. Maintenir une vigilance. La vigilance, ça fait un peu tour de garde, mais si on est vigilant de façon quotidienne, c'est comme une hygiène de vie. On va faire un peu attention tous les jours pour ne pas se laisser embarquer dans des catastrophes. Donc, installer une routine de dialogue avec soi-même, avec éventuellement une petite checklist. Comment je vais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, donc je vais peut-être faire attention à ne pas trop me charger pour pouvoir garder ma barre d'énergie toute la journée. Quand on nous propose une charge mentale, se demander si elle nous appartient ou si on n'est pas en train de nous refourguer celle de quelqu'un d'autre, parce que finalement, comme on est cool, on accepte. Est-ce que c'est à moi de traiter ce problème? Est-ce que je peux le déléguer à quelqu'un d'autre qui ne le fera pas exactement comme moi? Mais après tout, c'est pas grave. C'est aussi laisser l'autre prendre ses responsabilités. Je vois beaucoup de femmes finalement qui ne laissent pas leur compagnon s'occuper des enfants parce qu'il ne le fait pas exactement comme il faudrait qu'elle le fasse selon elle. Alors que finalement, on s'en fiche. Chacun sa responsabilité, chacun sa façon de faire les choses. Si elles sont faites correctement, c'est OK finalement. Et puis, charge à chacun, à travers toutes ces choses qu'on a évoquées, que je viens d'évoquer, de tresser sa petite méthode en disant tiens, ça c'est une bonne idée, ça, bof, ça ne me ressemble pas. Chacun sa petite méthode. Et de faire un checkpoint avec soi-même, ça a vraiment du sens. Sur les 4 piliers, savoir si ça nous appartient, savoir à quel moment on peut partager la charge, se faire aider en formulant des demandes précises. Et puis, un petit scan corporel pour savoir où on en est avec soi-même. Et plus on sera ancré dans son corps, plus on sera en phase avec les ressentis physiques, plus notre corps va nous alerter qu'on est proche de la zone rouge. Dès qu'on commence à soupirer, bâiller, courber les chines, avoir mal aux épaules, les épaules qui remontent, une barre dans le ventre, tout ça sont des signaux physiques. Et le corps nous avertit souvent avant. Vous savez, comme quand vous voyez quelqu'un qui va vous drainer votre énergie, le corps, en général, il a un petit sursaut avant. Se proposer ce temps d'écoute physique, tout simplement. Voilà ce que je vous propose pour avancer vers la libération de ces tâches, de ces charges mentales qui sont largement répandues chez les femmes aujourd'hui. Merci beaucoup, Adeline. C'était super intéressant. On a plein de questions. Donc, c'est génial. On y répondra tout à l'heure. N'hésitez pas à continuer à les poser dans l'onglet questions-réponses. Et puis, en attendant, du coup, on va passer à Maëva qui va nous parler aussi de la thématique. Merci Adeline, j'ai adoré. Donc moi, ce que je vais vous proposer, du coup, ça va être d'apporter un angle finalement où on va se retrouver aussi, forcément, puisqu'on a un thème commun, et puis avec un angle aussi lié à la naturopathie, évidemment. Donc effectivement, pour moi, la première chose, ce serait de comprendre finalement la charge mentale, et la charge mentale comme étant un élément qui appartient aussi au stress. Donc pour ça, il faut déjà savoir identifier les facteurs de stress. Alors, c'est pas facile de donner une liste de facteurs de stress puisque souvent, ces facteurs de stress-là vont être des situations ou bien des stimuli qui vont être propres à chacun puisque les limites au stress sont aussi très individuelles et finalement, c'est pas une situation qui est stressante, c'est l'expérience de cette situation qui la rend stressante. Généralement, on retrouve quand même la sensation de perdre le contrôle
face à une situation qui la rend justement stressante, on se sent dépassé et à ce moment-là, on peut commencer justement à rentrer dans ce schéma de charge mentale. Ça peut être aussi lié à l'impression de ne plus être à la hauteur d'une situation, de ne plus pouvoir résoudre certains problèmes qu'on rencontre, par exemple. Alors, dans les causes de ces facteurs de stress qui reviennent souvent, on va souvent avoir le fait de ne pas savoir dire non, d'être perfectionniste aussi, ou bien d'être toujours joignable. Alors, j'ai vu là très rapidement une question passer charge mentale et téléphone. Le fait, par exemple, d'être toujours soumis aux notifications et d'être toujours très réactif par rapport aux notifications qu'on a, évidemment, ça va rajouter une charge mentale. Il faut vraiment faire la différence entre être productif et être réactif. La réactivité, ça va impliquer aussi beaucoup d'énergie et on peut très bien se laisser des créneaux de réactivité ou bien voilà, pour répondre à certaines notifications. Mais la réactivité ne va pas nous permettre d'être productif. Par exemple, dans notre travail, sur tout ce qui est lié à la concentration au travail, etc., c'est vraiment important de pouvoir se laisser des blocs aussi par rapport à ça. Bon, c'était la petite parenthèse par rapport à une question que j'ai vue passer, mais de toute façon, on en parlera tout à l'heure. Et puis, les facteurs de stress, ils peuvent être liés aussi à l'environnement. Alors, ça peut être un environnement urbain avec du bruit, avec des lumières, avec des voisins bruyants. Ça peut être lié à un manque de sommeil, à des stress relationnels, qu'ils soient familiaux, professionnels, personnels, des conflits, etc. Donc tout ça, ça va venir justement générer du stress, de la charge mentale et c'est important de pouvoir ressentir ce qui se passe dans notre corps, comme l'a dit Adeline, pour pouvoir aussi s'en protéger ensuite. Donc pour ça, c'est important de pouvoir identifier les manifestations du stress en soi. Alors, contrairement à ce qu'on vient d'évoquer, ces manifestations-là, elles sont plus objectivables. On va avoir typiquement, en cas de stress, la respiration, le rythme cardiaque qui vont s'accélérer, les yeux qui vont se froncer, la mâchoire qui se serre, les pleurs, les nausées, etc. Tout un tas de signaux corporels immédiats qui vont nous permettre de comprendre que là, on est dans une situation qui n'est pas juste pour nous. Et ces manifestations vont varier aussi en fonction des émotions qu'elles expriment. Tout autour de ça, on va avoir aussi on pourrait dire des symptômes de stress dont a parlé Aline aussi, hein, tout ce qui est lié justement aux cogitations, au brouillard, à la fatigue constante. On peut aussi observer par exemple des maux de tête, les dents qui grincent la nuit, ce qu'on appelle le bruxisme, tout ce qui est lié aussi à l'irritabilité, les troubles du sommeil, les troubles digestifs. On peut même parfois sentir qu'on manque de plaisir alors qu'on est dans une activité a priori agréable parce qu'on n'est plus en mesure de profiter de ça. Tout ça, vraiment, ce sont des signaux d'alerte. En fait, le stress, c'est une réaction émotionnelle. Et comme toute émotion, elle va traverser le corps. Alors, c'est vraiment important justement de se recentrer sur ce qui se passe dans votre corps. Donc, Adeline, tu parlais du scan corporel et c'est tout à fait ça. C'est comment je me sens là maintenant et quand je ressens quelque chose, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps? Est-ce que j'ai un nœud à la gorge qui se serre au niveau du ventre? Est-ce que je me sens plus en fermeture? Généralement, quand on se sent en fermeture par rapport à une situation ou par rapport à une demande qui nous est faite, c'est que c'est quelque chose qui résonne pas bon pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'il est utile aussi de pouvoir se positionner et de réussir à dire non. Mais ça, on va le voir dans une deuxième partie. Je vous ai mis aussi une petite résonance entre les émotions et le besoin qui se cache derrière. Puisque quand une émotion arrive par rapport à une situation, il y a des signes manifestes, mais il y a aussi un besoin qui se cache derrière. Et quand on comprend ce besoin, on est du coup dans une posture où on peut le satisfaire. Donc, je vous laisserai le temps de lire ça parce que je pense qu'on ne va pas prendre trop de temps. Mais voilà, en gros, la peur, c'est le besoin de cocooning, de confort, de consolation. La tristesse. La peur, c'est le besoin de sécurité. La colère, c'est le besoin de changement, etc., etc. Et ça permet de justement savoir où on peut mettre l'énergie ou alors où l'énergie part pour répondre à ce besoin. Alors, la deuxième étape, eh bien, ça va être de prévenir l'épuisement. Apprendre à dire non, c'est un leitmotiv des temps modernes. On en parle beaucoup.
C'est pas toujours facile justement de se positionner parce que on a toujours cette problématique du bon petit soldat qui revient. Et donc on dit oui, on se sent utile, on peut se sentir parfois indispensable et effectivement avec l'impression que le monde ne tourne plus si on dit non, alors que ce n'est pas le cas du tout. Dire un non frontal, c'est pas quelque chose de facile. Alors je vous propose des petites phrases magiques, moi c'est ce que j'appelle mes petites phrases magiques, comme par exemple, bah là écoute, ça tombe mal, ou bien ça ne m'arrange pas. C'est toujours moins frontal et ça permet justement de prendre du recul par rapport à cette situation face à laquelle on pourrait se sentir justement en fermeture. Donc, pour vous aider aussi dans cette tâche de dire non, de vous positionner, de vous affirmer, pensez à vous fixer des limites personnelles ou encore à vous offrir un temps de réflexion avant de répondre. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Et puis, évidemment, apprendre à déléguer aussi. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais gardez en tête que ce n'est pas parce que c'est fait différemment de la manière dont vous l'aurez fait que c'est mal fait pour autant. Donc, ça permet aussi de lâcher un petit peu par rapport à ça et de garder en tête qu'effectivement chacun est responsable de sa manière de faire. Et c'est souvent quelque chose qu'on retrouve avec les enfants où on se dit bah oui, avec papa ou avec maman ou avec mamie, avec papy, etc. C'est pas pareil. Donc on a cette sensation de vouloir reprendre le contrôle, alors qu'en fait le relationnel entre l'enfant et chacun de ses parents va se faire aussi en fonction de ces différences d'actes. Et c'est normal et c'est aussi sain finalement parce que ça permet de favoriser l'apprentissage du relationnel. Alors, pour prévenir l'épuisement, évidemment, on va aussi prendre soin de son sommeil. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour la régénération, sachant que le sommeil maintenant est un petit peu malmené quand même. Hein. On dort entre 1h30 et 2 heures de moins qu'il y a quelques années. Et tout ça, alors, ça peut être au bénéfice du travail, mais pas que. Il y a aussi les écrans qui nous prennent énormément de temps et qui vont avoir un effet direct, des répercussions directes sur le cycle naturel de la veille et du sommeil à cause de cette lumière qui vient perturber tout notre cycle justement veille-sommeil par l'intermédiaire d'une hormone qu'on appelle la mélatonine et qui favorise justement la détente et le sommeil. Alors on peut s'aider éventuellement de plantes aussi pour dormir, mais c'est toujours bon quand même d'aller chercher les causes. Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Est-ce que j'ai du mal à m'endormir? Est-ce que je me réveille la nuit et je n'arrive plus à retrouver le sommeil? Qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, alors il n'y a pas une réponse clé, il n'y a pas un symptôme, le manque de sommeil et un remède, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dans sa globalité et de manière individuelle. Donc, j'ai pas de baguette magique pour ça, mais en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant de se pencher sur cette problématique de sommeil. Il y a plein de choses à voir et il y a plein de choses à faire pour ça. Et puis aussi, alors comme on dit, donc le sommeil, il se prépare dans la journée, mais il est aussi lié au sens. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est quand un homme est extrêmement satisfait, le sommeil vient à lui comme une récompense. Donc, c'est une citation qui remet vraiment au centre de nos vies le sens qu'on lui donne. Et la quête de sens, elle est extrêmement importante aussi pour prévenir l'épuisement, puisque l'épuisement, finalement, il survient quand on réalise plus de choses qui nous épuisent, qui nous contraignent, que de choses qui nous nourrissent et qui nous apportent au final. Donc, trouver ce qui fait sens pour soi, ça peut vraiment changer beaucoup de choses par rapport à ça. Et puis donc enfin, alors cette slide, j'ai envie de dire, elle est peut-être plus pour le stress en règle générale que pour la charge mentale. Je mets une petite attention avant de développer. Il y a énormément de charge mentale en lien avec le bien-être. Alors, ça paraît deux mondes complètement opposés, mais en fait, quand on regarde et quand on entend aussi même des personnes que je reçois en cabinet, il y a une charge mentale sur, bah voilà, alors il faudrait que je me lève à 6 heures pour méditer une demi-heure, puis que je me fasse un super petit déjeuner, et puis après, je vais courir, faire mon jogging, et puis après, il faut que je sois hyper productive au travail, et le soir, il faut que je fasse ma relaxation, et mon bain chaud, et mes automassages, et en fait, on ne s'en sort pas. Donc là, je vous présente plusieurs outils. Écoutez ce qui résonne en vous et l'outil
ou les outils à la limite, mais déjà l'outil qui vous donne envie, qui vous anime. On ne se rajoute pas un jogging et une méditation juste parce qu'il faut et parce que c'est comme ça et parce que a priori ça fait du bien, alors qu'en fait on n'est pas du tout attiré par ça. Là, on est complètement à contresens. Donc c'est bien dommage. Donc, on a plusieurs outils qui sont très agréables quand justement ils nous parlent et quand ils résonnent avec nous. Donc, effectivement, on va avoir tous les outils en lien avec la gestion du stress, avec la relaxation, alors la sophrologie, évidemment. On peut aussi penser aux fleurs de Bach. Il y a plusieurs fleurs de Bach. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en citer quelques-unes pour avoir quelques références. La cohérence cardiaque, qui est vraiment un super outil, et c'est un très bon investissement de temps, puisque, effectivement, Aline, tu disais, c'est 5 minutes 3 fois par jour quand on le fait de manière optimale, puisque grâce à ces 5 minutes de cohérence cardiaque, on va avoir des répercussions positives 4 heures après. Donc, c'est pour ça qu'on le propose 3 fois par jour. Ça permet de couvrir toute la journée et c'est un outil qui est assez facile à mettre en place. Vous avez aussi une application sur le téléphone qui s'appelle Respire Relax, qui vous permet, en fait, à l'aide d'une bulle, sans avoir à compter le nombre d'inspirations. Donc, vous suivez la bulle, vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes, ou bien un autre timing en fonction de ce que vous voulez, si vous souhaitez être plus dynamique ou plus détendu. Enfin bref, on peut vraiment jouer aussi avec la cohérence cardiaque. Vous avez tout ce qu'il faut sur YouTube. Il y a des guides respiratoires aussi de cohérence cardiaque sur Internet. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils aussi pour nous accompagner là-dedans. Évidemment, donc tout ce qui est méditation, relaxation, la spirale sensorielle, qui est aussi une autre technique qui permet de reconnecter à ses organes des sens et de couper complètement ce petit vélo qui tourne là dans la tête, justement, il faut que je fasse et j'ai tout ça à penser, etc. Donc, ça permet de revenir vraiment dans l'instant présent, les automassages, les massages, etc. Sur l'alimentation, on peut aussi agir, mais c'est pareil, on ne va pas se rajouter une charge mentale en se disant oui, il faut que je me fasse à manger, il faut que je me fasse ça à manger et que j'inclus des aliments que je n'aime pas ou je ne sais quoi. Alors là, on passe à côté de tout, mais parfois juste en réorganisant l'alimentation, sans gros changement, on arrive à faire des choses magnifiques pour tout ce qui est gestion du stress et de l'énergie. Le mouvement. Alors, le mouvement, c'est hyper intéressant aussi parce qu'en fait, les muscles sont le contrepoids du nerf. Et plus on a de choses dans la tête, plus le mouvement va être bénéfique justement pour diminuer le stress et faire le tri dans son esprit. Ça permet vraiment d'organiser les choses et de repartir du bon pied, comme on dit. Alors, on a encore une fois des plantes qui peuvent aussi nous aider à préserver tout notre potentiel énergétique. Alors, la rhodiole, la ashwagandha, l'éleutérocoque, etc. Chaque plante va être à choisir aussi en fonction de notre profil. Encore une fois, on n'a pas une réponse pour un trouble, c'est vraiment une réponse pour une personne. Bon, des micronutriments, alors on pense souvent au magnésium, à la vitamine D. Et puis, l'organisation pour son quotidien. Alors ça peut être aussi... Il y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place. Ça peut être gérer son planning sous forme de bloc, ça peut être utiliser des pomodoro pour favoriser la concentration et en même temps avoir un temps de pause. Il y a beaucoup de choses aussi pour réorganiser parce que souvent, à côté de cette charge mentale, on va avoir une organisation qui pourrait être optimisée. Et ça va justement permettre de la décharger, enfin, en tout cas de décharger ce mental dès qu'on prend de bonnes habitudes d'organisation. Voilà. Génial. Je pense que c'est bon, non? Oui, c'est bon. Eh ben, on va peut-être passer aux questions-réponses. Je vais enlever mon partage, comme ça on nous verra en grand. Parce que quand même, on mérite d'être vu en grand. Alors, avant qu'on aille plus loin, Maëva, j'ai des questions sur les fleurs de Bach, effectivement. Si tu peux donner quelques noms pour le sommeil et la nervosité, notamment, on nous demande, c'est Émilie et Jen. Alors, en fait, ça va dépendre vraiment. Donc, pour le sommeil et la nervosité, le sommeil, c'est pareil. Ça va dépendre à quoi c'est lié. Souvent, quand il y a un lien sommeil-charge mentale, on va avoir là ce petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne. On boucle sur une situation, on boucle sur une problématique et on n'arrive pas à s'en sortir. Dans ce cas-là, on peut penser à la fleur de Bach qui s'appelle White Chestnut. C'est vrai que je donne le nom anglais parce que je les ai appris comme ça. Il me semble que c'est le marronnier blanc. Et donc, on peut utiliser justement pour apaiser ça. La nervosité,
nervosité aussi, elle peut être liée à beaucoup de choses. On peut penser, alors là, comme ça, par exemple, à impatience. Chez les personnes qui sont très, très dynamiques, ça va très, très vite dans leur tête. Alors du coup, elles peuvent aussi se charger beaucoup. Elles comprennent très vite tout et du coup, elles vivent à un rythme accéléré. Mais à un moment aussi, on peut s'épuiser. On peut vraiment épuiser ses réserves. Donc, ça peut être aussi une autre fleur en lien. Mais il y en a d'autres. Hein. On peut penser aussi à Helm, qui est l'orme, qu'on peut utiliser quand on se sent complètement dépassé par tout ce qu'on a à faire. On se sent aligné avec ce qu'on a à faire, mais en même temps complètement dépassé. On se dit, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. C'est comme si on avait une grosse pile virtuelle ou non, hein, de dossiers à côté de soi. Et donc, dans ce cas, Helm aussi peut aider. Mais il y a 38 fleurs de bac et il y a même aussi de nouvelles fleurs maintenant qui se sont ajoutées. Donc, on peut vraiment faire plein de choses avec ça. Génial, super. Adeline, on a une question pour toi. Juste, il faudra que tu réactives ton micro. Quelle est la différence entre hypnose et sophrologie? C'est vrai qu'on n'a pas dit la différence. Peut-être que tu peux expliquer rapidement. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, t'entends. Alors, la sophrologie, c'est une méthode qui a été inventée par Caicedo, qui était un médecin neurochirurgien. Et il a tracé cette méthode à partir d'une douzaine d'autres méthodes. Donc, il a appris du yoga, il a appris la méditation zen, mais il a appris aussi l'hypnose. Dans l'état de conscience modifié dans lequel on est quand on est en méditation, relaxation, dans le sommeil ou en hypnose, il y a différents degrés en fait. Et l'état de relaxation dans lequel on est quand nous sommes en relaxation de sophrologie, ça va être juste avant l'hypnose. C'est-à-dire qu'on est encore suffisamment conscient pour pouvoir avoir une action, on est vraiment actif dans la relaxation. C'est-à-dire qu'on va entendre, écouter, et on va pouvoir participer, puisqu'il y a des relaxations, on va demander aux gens de solliciter certains muscles, de faire des petites actions, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'hypnose. Et cet endroit-là est intéressant parce qu'il n'est perméable qu'aux informations positives. Donc, on ne va pas aller chercher des choses de douleur. On ne va pas aller régler les problèmes comme ça. On va aller accompagner l'autre. Donc, c'est la cousine de l'hypnose. Ok, très clair. Et on a Céline, tout à l'heure, Adeline, tu parlais des 3 C dans l'identification. Céline nous demande qu'est-ce que c'est que les 3 C en fait dans ta des 4 piliers. Non, alors c'est dans la slide nommer les impacts physiques et émotionnels 3 C. Ah, les 3 C, oui. En fait, je ne les ai pas nommés. Pour moi, c'est l'alignement cœur, corps, cerveau. C'est-à-dire que si j'ai mon mental qui mouline à fond, que je suis complètement claquée, que mon corps est complètement avachi et que je vis des émotions très fortes à l'intérieur de mon cœur, j'ai la tête là, le cœur là et puis le corps complètement à plat. Donc, quand on est aligné sur l'idée que le cerveau marche avec le cœur, qui marche avec le corps, là, on peut rentrer dans de la sérénité. Là, on peut rentrer dans quelque chose où on n'est plus dans le jugement, où on est de son côté. Voilà. Mais c'est toujours l'idée d'identifier, de se mettre à l'écoute de soi pour savoir comment on va. Moi, je classe beaucoup par cerveau, cœur, corps. Où tu en es dans ton corps, où tu en es dans ta tête, où tu en es dans tes émotions. Voilà. Donc mais c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, je suis partie sur les 4 piliers de la santé. Voilà. Et c'est intéressant, c'est aussi une belle façon de trier les choses. Tout à fait, ouais. On a plusieurs personnes, dont Véronique, qui nous demandent des petits conseils pour méditer. Je ne sais pas, peut-être que vous avez toutes les deux d'ailleurs des astuces. On a certaines personnes qui nous disent moi, quand je m'assois et que je médite, en fait, il y a plein de choses qui viennent dans mon esprit et je suis un peu polluée. Donc, est-ce que vous avez des petites astuces? Voilà. Qui répond? J'ai des choses à dire, mais Vas-y, Maëva, alors. En fait, alors moi, généralement, la réponse que je donne pour méditer, c'est que, alors finalement, je vais faire un parallèle. Pour que notre corps fonctionne bien, il faut qu'il soit nourri et il faut qu'il élimine aussi.
Sinon, forcément, à un moment, on s'encrasse, entre guillemets, et puis bon, là, il y a un déséquilibre net qui s'installe. La méditation, c'est la même chose, mais pour l'esprit. C'est-à-dire qu'on va avoir des impressions qui vont nous toucher pendant la journée, qui vont nous nourrir ou bien qui vont nous polluer. Et on va avoir besoin d'un sas d'élimination aussi. Donc, plus on a de choses dans la tête, plus c'est normal quand on se pose à méditer que là, il y a tout ce brouillard qui arrive. Et en fait, eh bien, c'est finalement, c'est un peu la méditation à ce moment-là. Alors, je m'entends un peu en écho. Non, c'est bon? J'ai l'impression de m'entendre en écho. Je ne sais pas si c'est gênant pour vous. Non, Ça va? Et donc, en fait, l'image que je prends, c'est vraiment comme si finalement on allait aux toilettes et on vide justement toutes nos pensées. Mais il faut laisser un espace pour ça. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on va se poser et on va avoir plein de pensées qui vont venir parce que là, elles se disent, youpi, c'est maintenant. Parce que là, on serait à même de les écouter. L'effort, entre guillemets, ou l'exercice va consister du coup à les laisser passer sans forcément s'y accrocher. C'est-à-dire, ah oui, alors là, il faut que j'aille faire les courses et puis il faut que j'aille acheter je ne sais quoi. Ok, c'est ok. Et on laisse passer. Et on ne rempile pas une autre pensée. Ah oui, et puis c'est vrai, et après les courses, il y a ça aussi à faire, donc il faut que je m'organise et tout ça. Non, en fait, on coupe tout de suite. C'est-à-dire que, ok, il faut que j'aille faire les courses, on passe à la suivante. Et en fait, on regarde les pensées comme des nuages ou comme le train, voilà, on imagine. C'est normal qu'elles arrivent. Et c'est très difficile, surtout quand on commence à méditer, de s'installer et de ne penser à rien. Si on cherche à ne penser à rien, déjà, ça va être compliqué, parce qu'on va se dire, non, il faut que je pense à rien, il faut que je pense à rien. Et à ce moment-là, on se rajoute encore quelque chose. Donc, laissez venir vos pensées et vraiment visualisez-les presque comme justement une élimination de l'esprit. Comme les rêves, c'est pareil, hein, les rêves, c'est aussi ce qu'on appelle un émonctoire, une porte de sortie psychique. Et bien là, c'est pareil. On va laisser le transit, en fait, se faire, quoi. Et moins on prend le temps pour ça, plus ça crée des bouchons au début. D'où les premières minutes de méditation, quand on commence et les premiers jours, on a la sensation que c'est encore plus le brouillard. En fait, non, on laisse juste passer ces nuages-là. Et puis, s'il y a un autre nuage qui arrive, c'est pareil, on le regarde passer et c'est pas grave et c'est OK. Et sinon, on peut aussi se recentrer sur la respiration, sur son corps, sur ce qu'on ressent. Et on va repartir dans les pensées, mais c'est pas grave, on laisse passer. Et ça permet de se détendre aussi par rapport à ça et de faire justement ce travail un peu de nettoyage, d'élimination qui se fait tout seul. Votre mental, c'est comme le cœur. Le cœur, il ne peut pas s'arrêter de battre, il est là pour ça. C'est pour ça qu'il existe. Le mental, il existe pour penser. Donc, c'est très dur, en fait, de lui dire, arrête de penser. C'est comme si vous disiez à votre cœur, arrête de battre. Donc, on va lui dire, OK, pense, mais je ne m'accroche pas. Vous regardez le poisson rouge qui s'agite tout seul dans son bocal. C'est un peu ça. Voilà. Génial. Aline, peut-être que tu as des petites précisions à apporter. C'est bon pour toi, pour cette question? Ah, on t'entend pas par contre. J'ai l'impression que ton micro se désactive. Oui, moi j'avais envie de vous proposer une autre façon d'aborder la méditation. Donc vous avez eu la façon de Maleiva et moi ce que je pense c'est que chacun sa méthode et qu'il y a des petits tips comme ça qui peuvent être intéressants. Déjà, quand on ne connaît pas du tout la méditation, prendre rendez-vous avec soi-même, se poser, peut-être que vous pouvez pousser certains paramètres pour pouvoir vous aider. Se dire, bon voilà, je vais méditer, déjà trouver un bon endroit, un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Trouver un support, ça peut être une photo, ça peut être un paysage, ça peut être une bougie. Parce que quand on médite les yeux fermés, souvent, oui, on est assailli de 1000 informations, mais le corps est tout le temps en train de gérer 1000 informations parce qu'il faut qu'il vous garde en vie. Donc, évidemment, le cerveau est en train d'organiser les battements de cœur, le sang qui passe, tout, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, la digestion, tout est en train d'être réglé par le cerveau. Si vous avez un support, vous allez pouvoir, avec les yeux mi-clos, ramener, je prends conscience de cette pensée parasite qui vient me traverser et je reviens. Mais quand c'est la première fois ou quand c'est les premières fois qu'on médite, parfois c'est insupportable d'avoir toute cette liste. Moi, ce que je propose souvent, c'est de prendre, alors vous allez me dire, elle est obsédée avec ses carnets. Oui, prendre une liste et lister. Et s'apercevoir, lister sans les juger. Faire les courses, la machine, les enfants à l'école, le devis pour ceci, le machin pour cela, pof, pof, pof.
Et puis, vous vous mettez quelques minutes à faire ça, 2-3 minutes. Et puis, petit à petit, elles vont partir. Vous ne discutez pas avec, juste vous les listez. Vous ne dites pas celle-là est vraiment importante, juste vous les listez. Et vous laissez. Et une fois que vous sentez que vous en avez moins, vous prenez le temps de réguler votre respiration, d'allonger un peu les expirations. Ne modifiez pas la respiration. Vous sentez, tiens, je fais 2 temps ou 3 temps à l'inspire, la même chose à l'expire. Eh bien, vous observez sans modifier. Ok, je vais expirer un tout petit peu plus lentement. Un temps suffit pour basculer dans quelque chose qui va venir freiner. J'inspire, j'accélère, j'expire, je freine. Et ça, c'est vraiment la base. J'inspire, c'est de l'énergie, j'expire. Vous le voyez bien quand ça nous arrive. Et si vous avez une bougie, si vous avez une photo, si vous avez un paysage, le regard va permettre d'analyser cette bougie. Tiens, quelle couleur elle est, comment elle danse. Je regarde telle couleur, je regarde telle couleur, je regarde la flamme, je regarde... Toujours revenir. Ah, tiens, ça me fait penser à l'anniversaire de machin. Non, je reviens là-dessus. Et le fait d'avoir les yeux mi-clos ou légèrement ouverts, ça va vous permettre d'être tout le temps, de vous rappeler comme un post-it qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer. Et puis après, vous méditerez les yeux fermés si vous pouvez. Moi, si je suis trop embrouillée, je médite les yeux légèrement ouverts pour pouvoir vraiment me concentrer et être dans mon équipe. Et l'autre truc que j'ai envie de dire par rapport à toutes ces mouninations, c'est plus on va les laisser prendre notre énergie, plus on va être crevé pour les traiter. Parce que de temps en temps, on se dit, bon, mais je le ferai quand je serai crevé, comme ça, je m'assommerai. Plus on les encourage à prendre de la force, et moins on aura d'énergie, nous, pour pouvoir s'en occuper et les gérer. Ok, très intéressant. Il y a Vanessa qui continue dans la frénésie de faire des listes et qui nous dit que c'est bien aussi de faire une liste de ce qui nous fait plaisir. Comme ça nous coupe un peu de ce qui ne nous fait pas forcément plaisir et nous coupe de ce mental-là. Donc, Je n'ai pas tout compris, mais je vais regarder. Alors, je vais reprendre son commentaire, comme ça on va le lire ensemble. On a envie de... On peut faire une liste avec ce qu'on a envie de faire vraiment, ce qui est source de plaisir pour nous, car souvent notre mental nous rappelle ce qu'il nous reste à faire avant, une charge mentale. Et je trouve qu'effectivement, c'est vrai. Et ça fait du bien des fois de faire des listes de choses qui nous font plaisir. Mais même de faire une liste, si on avait une to-do list de la journée, de rajouter les choses qu'on a fait et qu'on n'avait pas mis sur la liste. Et puis moi, je suis très stabilo, donc je mets des couleurs de partout et mettre des couleurs, c'est voilà, regardez ça, c'est fait et c'est vraiment bien fait, quoi. Donc tout ce qui peut être dans l'autosatisfaction, l'autogratification. Et l'autogratification, c'est hyper important. C'est clair. On va peut-être finir sur une toute petite dernière question parce qu'il nous reste 5 minutes. C'est Patricia qui nous dit, donc je vais résumer un petit peu son commentaire, mais elle nous dit que voilà, elle a fait un burn-out il y a 6 ans, qu'elle reste encore fragile psychologiquement. Donc n'oublions pas d'aller voir en premier lieu le médecin traitant avant d'appliquer en fait nos conseils. Mais voilà, quel conseil on pourrait lui donner en fait pour ce stress qui persiste un peu dans le temps et dont elle a du mal en fait à se débarrasser, ou elle se dit qu'elle n'est pas capable de faire ci ou ça. Aline, si tu veux peut-être commencer sur la question. Moi, j'ai eu un petit couac. Je pense que d'après ce que j'entends, il y a un problème sur la confiance en soi et sur l'estime. Et l'une des premières choses qui volent en éclats, c'est ça, c'est je suis plus capable. Je suis plus capable. Donc il y a la peur d'un échec à nouveau, le burn-out, comme toutes les émotions négatives aussi, vient nous raconter quelque chose. Un burn-out, c'est pas stérile. On a été complices. C'est intéressant qu'elle se pose avec son burn-out et qu'elle discute avec lui et qu'elle voit ce qui lui a fait comprendre d'elle, ce qui lui a fait comprendre dans son mécanisme d'organisation de vie et qu'elle puisse s'en faire un allié. Moi, j'avais été très étonnée quand j'ai fait mon premier burn-out d'une femme suisse qui m'a dit, mais en Suisse, il y a beaucoup de femmes qui en font des burn-out et tu vas voir, un jour, tu vas apprendre à l'aimer. Et en fait, c'est un enseignement. Il faut arriver à accepter de prendre cet enseignement. Et je pense que cette femme a besoin
de pouvoir retrouver l'estime d'elle-même et la confiance qu'elle a perdue ou qu'elle a peut-être jamais eue et que c'est pour ça qu'elle s'est fait manger et percuter par un burn-out. En sophro, c'est quelque chose que l'on traite systématiquement. Systématiquement, dans tous les protocoles d'accompagnement, il y a ce check sur la confiance et sur l'estime de soi. Donc, c'est accepter les compliments, c'est accepter d'être valable dans les yeux des autres aussi, parce que parfois, on se dit que c'est honteux d'avoir fait un burn-out. Ben non, ça arrive beaucoup, de plus en plus, parce que les gens en parlent. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je pense que ça répond. Maëva, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette question-là? Je suis 100% team Adeline. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, effectivement, en fait, le burn-out, c'est une expérience qui vise à apporter quelque chose. Alors, c'est pas toujours évident à voir quand on est dedans, hein, évidemment. Mais souvent, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a un avant et un après burn-out. Ça vient vraiment remettre en question nos fonctionnements, nos positionnements par rapport aux autres et justement à trouver ce qui résonne en nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Généralement, le burn-out, il survient quand on a accepté trop de choses qui sont moins bonnes ou alors quand on est très, 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 très enthousiaste à l'idée justement de faire quelque chose et qu'on ne compte plus les heures. Et à ce moment-là, on rentre dans une espèce de spirale qui finit par être complètement inconfortable. Il y a plusieurs mécanismes comme ça, justement, et qui permettent aussi de savoir où on se situe. Et finalement, même dans cette conférence-là, il y a eu des éléments aussi qui permettent de voir un peu où on se situe par rapport à ça. Le burn-out, c'est un petit peu le bout de chaîne du stress, c'est-à-dire quand on a vraiment puisé dans les ressources de l'organisme. Et c'est hyper important, effectivement, de refaire un check au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, et puis au niveau physiologique aussi, de s'apporter des choses qui permettent de revitaliser, parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment un épuisement, même physiologique. Et c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à reprendre le matin. Dans les fleurs de bac, par exemple, on pourra penser à Olive pour les épuisements physiques, psycho-émotionnels, qui vient revitaliser, ou Hornbeam, quand on a du mal à se lever le matin. Mais Hornbeam, il reste encore un petit peu d'énergie, c'est plus le starter, quoi, qui est difficile à retrouver. Mais ça permet de relancer aussi un petit peu la machine. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à faire, aussi bien au niveau psycho, sophro et physiologique, bien sûr. Génial, merci. Eh ben, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 57. En tout cas, merci à toutes les deux pour cette conférence. C'était vraiment super intéressant. Je pense que les personnes qui sont venues y assister ont trouvé plein de conseils que vous allez pouvoir un peu piocher à droite, à gauche. N'oubliez pas, sans vous mettre trop de charge mentale pour les mettre en place dans votre vie. Je vous souhaite une très, très belle suite de journée. Et puis, merci encore à Maëva et à Aline d'avoir fait cette conférence avec moi. Merci beaucoup à tous. Merci pour l'invitation et puis merci à tous pour votre présence aussi avec nous. Merci, passez une bonne journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que personne ne saura le faire mieux que vous. Exactement. C'est un très beau mot de la fin. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye, merci.